Salut à tous, aujourd'hui une vidéo où je rends visite à un exploitant agricole, un cultivateur de grandes cultures. Je fais des visites comme ça régulièrement tout au long de l'année, 4 ou 5 visites pour apprendre des choses, découvrir des techniques. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai répondu présent à l'invitation de ma coopérative pour suivre une journée de formation, d'information avec l'agricultrice Sarah Singla qui est aussi formatrice. Elle nous a expliqué comment elle cultivait sur sa ferme avec la technique du semi-direct et l'agriculture de conservation des sols. Au matin, elle nous a expliqué sa technique avec, si l'on veut, de la théorie. Puis l'après-midi, on a essayé de lire les profils de sol pour comprendre comment les sols réagissaient avec cette technique de semis et de non-labour. Donc je remercie par avance tous les intervenants que vous allez voir ou entreapercevoir dans la vidéo et qui ont bien voulu y apparaître. Bien, bonjour à tous, aujourd'hui je suis en tour de plaine chez un confrère, il est agriculteur en système biologique. Donc là c'est une journée organisée par la Chambre d'agriculture Indre-et-Loire. Je rejoins le groupe pour apprendre un peu mieux les techniques de Philippe, agriculteur sur Belchâteau à 15 km de la ferme. Donc là nous rejoignons une parcelle de blé, voir comment il l'a conduite, quelles ont été ses difficultés, ce qui a bien marché. Très léger pour casser le trèfle, labour, et ça a dû être semé. Alors une fois qu'on a pris de la flotte, après c'est mort, on peut plus y mettre les pieds. C'est voilà, c'est des bournets qui ont été drainés mais qui restent pisseux quoi. C'est très fragile. Et c'est pas encore un peu tôt par rapport au Vulparagra? Oh bah si, certainement, mais de toute façon pour avoir semé, pour avoir fait l'expérience sur 3 à 4 années de vouloir attendre pour éviter ça. Du coup on a semé dans des conditions pitoyeuses et donc on n'avait pas l'implantation, on a une bonne implantation. Si on n'a pas ça, après c'est mort, c'est la mauvaise herbe qui prend le dessus. Pâturin aussi, mais le pâturin il me gêne pas. J'aime bien quand il couvre, il empêche le reste de se développer. Le pâturin, comme il est en général un peu plus précoce, il a fini son alimentation quand le blé continue lui à se... Donc, bon après, faut pas le comparer avec du conventionnel, on est bien d'accord. Nous, c'est pour faire, les objectifs, c'est faire 30 quintaux l'hectare, c'est pas faire 90 quoi. On a toujours l'image du bio, qui est peut-être plutôt sur argilo-calcaire bien filtrant, mais qui sème très tard, à partir du 1er novembre. Donc c'est vrai quand on sait qu'on peut rentrer. En Touraine, moi je suis ici depuis 1 an et demi, avant j'étais en Charente, c'était des terres de groix, donc il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais par contre c'était très filtrant. Donc là c'était des herbages mécaniques semi très tardifs. Ici en Touraine, en limon plus ou moins battant, pour moi l'élément important en céréales d'hiver c'est surtout de semer à temps, parce que l'opération principale qu'on essaie de favoriser pour une culture, c'est quand même le semis en grand numéro 1 quoi. C'est quoi tes variétés? Tu te fais Renan 100%? Tu mélanges des fois des trucs? Non, nous j'aime bien faire du pur, parce que si tu veux on part en semence après. Quand c'est mélangé, on part en mélange, et donc souvent quand on fait des mélanges, et soit tu as un peu plus de Renan, un peu plus alors nous les bas c'est plutôt Renan, Corémy, Caporne. Caporne on l'a perdu. C'est con parce que ça c'est un blé qui... Alors, il n'est pas très bien en valeur boulangère, mais mélangé ça va quand même pas mal. Et c'est surtout un blé qui rattrape. Alors c'est une saloperie parce qu'il couvre pas les sols, par contre c'est un blé qui fait du rendement. Nous en bio. On reste en bio. On fait 40, 45 ans. En Renan, on a quand même beaucoup de mal. Renan, les années exceptionnelles, on est monté à 52. Nous, on a fait le choix de passer, on est semé tous les 10 cm. On a des semis qui sont très proches. On a fait le choix de faire une couverture de sol pour empêcher le reste de venir. Alors, j'ai des collègues sur des secteurs où ils ont des gros soucis de folle avoine, où ils n'ont pas d'autre solution, eux, d'élargir et de biner. Parce que de toute façon, si même en étroit comme ça, s'il y a beaucoup de folle avoine prend le dessus du blé, ils font pas de blé. Par contre en binage, ils font de moins bon rendement que moi. Pardon, oui, le RTK, il t'aide à quel moment de tes cultures? Le RTK, il est en utilisation continue chez nous. Sur quels travaux tout le temps? Tout, on doit même rééquiper, j'ai rééquipé l'an dernier. On a trois tracteurs qui marchent en RTK continu, pour pas faire de manque et pour pas perdre de temps. Et donc pas perdre d'énergie, fuel, tout compris. Le RTK est indispensable. Et d'autant plus que nous on travaille tout le temps en biais. Et les jours où tu as travaillé, tu as fait les 3-8, le RTK, quand tu as un peu de nuit, tu es content. Ah c'est vachement bien, c'est que du bonheur. Quand tu as passé la nuit sur le sommoir, c'est sûr. Sur l'exploitation c'est 100... Je sais plus, c'est 130 heures, je crois qu'on avait calculé. Qui a été calculé à
Est-ce que tu vas faire un apport d'engrais quelconque derrière le trèfle? T'as rien? Ouais. Non. C'est bon? Rien du tout. En fait, alors non, je dis une bêtise, j'ai dû mettre un tout petit peu de compost végétaux. Déchets verts, ouais, et qui doit représenter une quinzaine d'unités peut-être. Sur le blé, en fumeur de fond ou sur le trèfle? Philippe, sur l'ensemble de son parcellaire, a réintroduit des haies comme celle-ci, une succession de différentes espèces, je présume, là elles ne sont pas encore en feuilles, mais ça représente 5 km de haies qu'il a réintroduit ici au bord d'une route, et puis à côté de son champ de blé à côté. Là on est dans une autre parcelle de blé, une variété différente. La précédente c'était du Ronan, une variété bien connue chez les agriculteurs en agriculture biologique. Ici c'est une variété dont j'ai oublié le nom, mais c'est une farine très blanche, ça va faire des pains très très blancs. C'est un marché particulier pour une demande particulière pour des consommateurs qui souhaitent ce type de blé et de farine. Donc on a quand même un salissement, on a des mauvaises herbes, des matricaires, du rumex qui s'installe et qui est un peu une difficulté dans les terres de Philippe. Depuis le semis fin octobre, Philippe n'a jamais remis les pieds dans ses parcelles, il n'a pas pu désherber avec la herse étrille. C'est un outil mécanique qui permet de désherber les blés. Ici on a des précédents du trèfle qui repoussent. Philippe sème du blé derrière 2 années de trèfle. On a aussi des graminées qui sont là. Ici on a peut-être des véroniques. Ici on a un rumex, un jeune rumex. C'est comme la févrole. Dans ces terrains, on peut espérer en agriculture conventionnelle exploiter 7-8 tonnes de blé par hectare. Et ici Philippe table sur 30-40 quintaux, 3-4 tonnes par hectare. La culture du blé revient moins souvent que sur mon exploitation, elle revient tous les 8-10 ans sur une parcelle comme ici, chez Philippe. À la ferme, moi je les fais revenir peut-être tous les 3, 4, 5 ans sur la parcelle. Il va introduire de nombreuses espèces. Avant ce blé, il y avait donc 2 années de trèfle. Ça permet au sol de laisser des minéraux et surtout de l'azote dont le blé va profiter. Il va introduire comme ça de nombreuses légumineuses, comme aussi la févrole, qui fera un très bon précédent pour sa culture suivante. C'est un système quand même avec des cycles plus longs. On a donc moins de répétitions de blé dans les parcelles. On a introduction aussi de cultures de printemps comme le tournesol, là pour aussi casser les cycles des mauvaises herbes. Le tournesol s'implante au printemps alors qu'un blé s'implante à l'automne. Ça permet comme ça de perturber la flore adventice. Donc une diversité de cultures qui lui permet de ne pas mettre tous les ans les œufs dans le même panier. Je comprends par là que s'il y a un accident de culture sur une céréale ou sur une culture de printemps par exemple, le maïs ou le tournesol, avec son assolement diversifié, il répartit comme ça un peu les risques culturaux, les aléas. Ici Philippe nous a emmené dans une parcelle, c'est un couvert, c'est-à-dire ce sont 2 espèces de l'avoine et puis de la févrole qu'il a semé après la récolte de tournesol. On a encore les résidus par terre. L'idée c'est donc de couvrir le sol pendant l'hiver, de capter les minéraux puis de créer une masse végétative qui créera donc de la matière organique une fois détruite de manière mécanique, sûrement broyage et puis ensuite labour. Ce qu'on constate aussi là sur l'avoine, c'est qu'elle est colorée, elle n'est pas que verte. Vous voyez qu'elle est teintée de couleur rougeâtre. Donc ça donne de la couleur au champ, c'est pas naturel chez elle de faire ça. C'est tout simplement pourquoi, c'est qu'à l'automne, elle a été piquée par des pucerons, des insectes, qui ont véhiculé dans la plante un virus. Les intrants, c'est-à-dire ce que l'on apporte aux cultures pour les nourrir ou pour les protéger, par exemple les fongicides et les insecticides étant limités sur ces cultures, les engrais de synthèse mais aussi les désherbants de synthèse étant interdits, la productivité de chaque hectare exploité est moindre par conséquent. Donc des volumes qui sont moindres, mais Philippe va vendre ces mêmes volumes plus cher que mes volumes à moi. Il va peut-être vendre 2 fois plus cher le quintal de blé. Il capte aussi de la valeur ajoutée en transformant une partie de ses productions, en créant de la farine, en créant de l'huile avec les oléagineux. Philippe travaille sur une surface de 180 hectares. C'est à peu près équivalent
à ma ferme, à la différence que sa structure fait travailler 4 personnes grâce à la diversité de ses cultures, mais aussi à l'atelier transformation en farine et à la vente de graines spécifiques. Si on peut faire un parallèle là avec mon mode de production, il faut savoir que papa a introduit, avant que je revienne sur la ferme, d'autres cultures pour allonger les rotations comme la luzerne et la févrole. L'intérêt, c'est qu'en termes de rotation, si on visualise le système en général, ça va, donc les années où on va faire ces cultures-là, gagner peu d'argent ou parfois en perdre. Cependant, ça va laisser de bons précédents. Ce sont des bonnes cultures sur lesquelles on peut implanter une céréale ensuite. Un blé va bien s'exprimer et on y apportera un petit peu moins d'engrais azotés de synthèse. Et l'objectif que je vais rechercher, et puis aussi l'objectif de Philippe, comme ça en introduisant une diversité de cultures, c'est de casser les cycles des ravageurs. C'est-à-dire les maladies, si on évite de faire un blé trop souvent ou une céréale trop souvent, ça va écarter, si vous voulez, les pathogènes des terrains. D'essayer de mettre à la fois des cultures d'hiver comme du blé, de l'orge, mais aussi des cultures de printemps comme le tournesol, que je commence à vouloir introduire et mettre plus de surface sur la ferme, tend à casser là l'invasion des mauvaises herbes qui, elles aussi, si on habitue le terrain à mettre qu'une culture d'hiver, s'y installe. Le but dans tout ça, c'est de trouver au système un équilibre agronomique, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, économique. Et ça, c'est pas simple lorsqu'on commence à étudier le système sur la rotation. Donc la rotation qui peut s'étaler entre 5 et 10 ans selon les systèmes. Donc là, il va nous faire voir son endroit où il stocke ses céréales, mais aussi où il doit alloter les graines. Ici, on est dans son installation de stockage et actuellement, les machines sont en train de décortiquer le grain d'épeautre. Ça va enlever la carcasse, l'enveloppe et ensuite l'intérieur qui va valoriser en farine servira à faire du pain d'épeautre. Et là, dans la remorque, on a le résidu de l'extérieur de l'épeautre. Il faut absolument éviter aux charançons de se déplacer. Donc par la terre de diatomée, déjà quand ils se déplacent, ils passent dessus, 3, 8, 10, 15 jours après, ils sont normalement morts. Déjà cela, il faut empêcher, il faut passer, il faut éradiquer par le départ. Il faut, pour pas avoir d'infestation, il faut les empêcher d'arriver et de se déplacer. Les températures de cellules, il faudrait descendre en dessous de 12. En dessous de 12, normalement, ça bouge plus. Et puis après, dans l'hiver, nous on retransile, on repose le séparateur, on nettoie les fonds de cellules, on fait de l'aspiration, on fait voilà, on change, voilà. Donc là, Philippe nous explique comment il essaye de contrôler les insectes dans ses stockages. À la réception et après la récolte des céréales, il va tout de suite les trier, les refroidir. Il va aussi y avoir une gestion de la propreté sous les hangars très stricte. Il va éviter un maximum les poussières, les grains cassés. Il va traiter aussi les palettes sur lesquelles reposent les big-bags. Ils vont être traités à la terre de diatomée. Il va pulvériser les substances sur les palettes avec un atomiseur et ça va enduire les parties de bois et éviter comme ça aux nuisibles, aux charançons, aux insectes de s'installer. En épillé, ils sont comme ça. Et le grain est dedans. Ah oui. On va ramener en grain. C'est des pots, ça. Oui, ramener en grain, c'est ça. Il te reste des graines un peu là-dedans, non? Ah oui, il en reste un beau. Qui arrive. Ah, dis donc, c'est tout petit. Ouais, ouais, c'est presque, c'est allongé. D'accord. Bibliothèque. C'est à la fois stockage, c'est un petit peu le bazar. Matériel qui est mêlé un petit peu dans les bigues et tout. Donc comme on n'a pas de place là-haut, on stocke aussi ici. Enfin là essentiellement les produits qui sont plutôt prêts à partir. Ou plutôt prêts à être reconditionnés après en sac de 25 kg comme vous le voyez là, ou en sac en plus petite catégorie, ça peut être du 5 kg aussi. Un mélange un petit peu plus spécifique pour les caprins, on adapte. Hein. Par contre, ça charge. Et on va se faire moi, tous les déchets, on a fait plein d'essais avec la cuve. 307 chevaux. Et là, 300, je te dis, à 310, ils ont pété le banc d'essai chez nous. Enfin, c'est pas chez nous, c'est chez nous.
Là on a un tracteur qui fait pas loin de 300 chevaux. On a la moissonneuse. Une coupe de 6 mètres je pense. 5-6 mètres. Ça va être une herse étrie. Ça permet de désherber. Ça va gratter la surface du sol. Ça peut esquinter un petit peu la culture, mais ça va surtout déraciner les mauvaises herbes. Donc là, on a la coupe de la faucheuse andaineuse. Ici, cet appareil, qu'on appelle aussi une sauterelle, ça va permettre à Philippe de faire sécher les cultures en vue de les récolter. Souvent de fois, il y a des mauvaises herbes, par exemple dans ces blés. Au moment où le blé est mûr, l'herbe, la mauvaise herbe est encore verte. Donc de la faucher, de la laisser au sol, ça permet de la faire sécher au soleil et il revient 2-3 jours après avec sa moissonneuse récolter l'andain généré par la sauterelle. Ça permet d'avoir un réglage unique avec une matière complètement sèche et d'extraire un maximum des graines. Comme ça, on a une partie basse qui est verte, la partie au milieu qui est à peu près bien, puis c'est le bio qui est grainé. Donc pour avoir tout, 15 jours avant, on l'endaine et puis on récolte tout en matière sèche. Et là, du coup, on fait quasiment tout maintenant. Donc avec ça, l'avantage, c'est que vous mettez votre en dessous, on fait quasiment la totalité de nos cultures qui sont récoltées quand on a un peu de verre. Là où on est limité, c'est sur les lentilles, quand elles sont trop basses parce qu'on n'arrive pas à les relever. Éventuellement dans les pois, quand ils sont à un stade un petit peu avancé, enfin toutes ces cultures qui s'égrènent facilement. Et justement, il y a quelques années, on a fait appel à Philippe pour qu'il vienne faucher la luzerne, une plante qui en finit jamais de mûrir. Et pour récolter la graine, il est venu la faucher, la déposer au sol. Et nous, avec la moissonneuse, 2-3 jours après, on a récolté l'ensemble et extrait la graine parfaitement sur une plante complètement sèche. Mais voilà, il y a alors la rentabilité, il faut quand même en tenir compte. Parce que là, ça permet de faire propre sur le rang. Et sans avoir arrêté de faire propre. J'espère que cette excursion en dehors de la ferme vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur l'agriculture biologique en système de grande culture. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à expliquer. Un grand merci à Philippe Joubert de nous avoir accueillis sur sa ferme, de nous avoir expliqué et d'avoir joué le jeu au travers cette vidéo. Un grand merci aussi à Pierre Gabory de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire d'avoir organisé cette journée. Il est entièrement dédié à l'agriculture biologique, à la Chambre donc. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!